L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va revenir sur ce nouveau pacte budgétaire européen qui fait tant débat en France. Il y a en son sein une règle d'or. C'est très différent de ce qu'on connaissait avec à l'époque le traité de Maastricht. Alors c'est plus compliqué. La règle avec le traité de Maastricht, elle était relativement simple. Il ne fallait pas que le déficit public, c'est-à-dire la différence entre ce que l'État dépense et ce que l'État perçoit, eh bien, il ne fallait pas que cette différence dépasse 3% de la production annuelle du pays. C'était simple, facilement mesurable. Là, on est sur un critère beaucoup plus abstrait qui est ce qu'on appelle le déficit structurel. Ce déficit, il est compliqué à calculer parce qu'en fait, il faut isoler les éléments qui dépendent des fluctuations de l'activité de ceux qui ne dépendent pas des fluctuations de l'activité. Par exemple, on sait très bien que quand il n'y a pas de croissance, les dépenses de l'État, elles augmentent parce qu'il faut verser des indemnités chômage en plus. Ou on sait que les recettes de l'État, elles diminuent parce que, par exemple, comme la consommation est faible, eh bien, les recettes de TVA, évidemment, seront très faibles. Et donc, on ne se cantonne qu'à l'observation des dépenses permanentes, exemple le traitement des fonctionnaires, ou bien aux recettes permanentes, et ça ne doit pas dépasser 0,5% de la richesse annuelle produite dans le pays. Alors une chose est sûre, c'est plus compliqué, ça a l'air plus contraignant. Est-ce que ça veut dire que la France va perdre sa souveraineté? Est-ce qu'elle sera toujours maître de ses finances publiques? Alors, oui et non. Non, parce qu'en fait, il y a des moyens très importants de s'accommoder de cette règle, avec les difficultés techniques de calcul. Parce que pour mesurer justement ce déficit dit structurel, on le mesure par rapport à ce qu'on considère un taux de croissance neutre, c'est-à-dire le taux de croissance qu'on est susceptible d'avoir à moyen long terme, compte tenu de ce qu'on sait de l'augmentation de la population active, par exemple, ou de la productivité des gens. Eh bien, le problème, c'est que cette croissance qu'on dit potentielle, il y a des tas de façons de la calculer. Et aujourd'hui, les estimations des experts, elles vont par exemple pour la France entre 0,5 points et 1,5 points. Ce qui veut dire que notre fameux déficit que nous devrons respecter, que nous ne devrons pas dépasser, ça peut jouer là encore d'un point de PIB. C'est-à-dire un point de PIB, rappelons-le, c'est presque 20 milliards d'euros, alors qu'on doit en trouver 30 pour les prochaines. Donc ça laisse des marges. En revanche, c'est plus contraignant parce que les règles que nous impose Bruxelles, elles sont contraignantes et Bruxelles pourra nous imposer des sanctions si nous ne respectons pas les règles du jeu. C'est ça la grande nouveauté. Allez, une seconde, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, dans quelle ville du monde est-ce qu'on vit le mieux, est-ce qu'on gagne le plus d'argent? Tiens Nathalie, est-ce que vous aimez les hamburgers? Ça se voit, non? Eh bien, figurez-vous que les villes où on peut se payer avec le moins de temps de travail un hamburger, tenez, à Tokyo, 9 minutes d'une heure de travail suffisent à vous payer un hamburger. Et donc, le classement des villes où il fait bon vivre, où on est le mieux payé, eh bien, c'est Zurich, Sydney, Luxembourg. Paris, 17e au classement. New York, 10e. Los Angeles, 8e. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre pour tous ces détails. Merci.